de toute la chaîne de production du logement et de la ville, regroupés dans l'Alliance pour que le logement devienne une grande cause nationale. Ça s'appelait comme ça, on dit plus brièvement maintenant l'Alliance pour le logement. Nous allons enchaîner 2 tables rondes maintenant avec des acteurs de terrain impliqués sur le terrain dans le contexte qui a été évoqué un peu ce matin à grands traits par les représentants des institutions professionnelles dont je parlais. Et alors, je voudrais les remercier d'être là parce que dans ce contexte d'incertitude où tout le monde se trouve, de crise du logement qui a été évoqué tout à l'heure, c'est pas simple et on les remercie vraiment d'avoir accepté de venir. Et je voudrais les appeler. Et d'abord, Loïc Vendrome d'Hexahome, si vous voulez bien me rejoindre. Hexahome pour Hexagone et Home. On comprendra que vous construisez du logement et beaucoup de maisons. Et puis merci également à Sharon Elbaz, le directeur général de Nexity Héritage. Merci de nous rejoindre également. Et puis Emmanuel Desmézières. Vous avez un fan club, Emmanuel, directeur général de Bouygues Immobilier. Mais il y a peut-être des anciens syndicats qui vous applaudissent aussi, Emmanuel. C'est pas interdit. Non, absolument. Alors, je le disais pour commencer, merci d'avoir accepté de vous livrer un jeu qui n'est pas forcément simple. C'est de parler de la façon dont vous voyez la place des promoteurs immobiliers, des constructeurs de logements, des producteurs de logements, on va dire plus exactement, parce que tous les logements maintenant ne sont pas forcément des logements neufs. Demain, dans la ville, quel rôle ils vont jouer, ou plus exactement quel rôle ils peuvent jouer, compte tenu d'un contexte multifactoriel compliqué. Compliqué économiquement, on le sait. 2 ans après le choc des taux, de l'inflation, de la hausse des coûts de la construction, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Du côté du marché, est-ce que le marché peut se restructurer autour peut-être de nouveaux segments? Voilà, quelle vision vous avez dans ce contexte changeant? Et puis sans parler évidemment, mais on en parlera peut-être dans un second temps, de l'incertitude politique qui a été beaucoup évoquée évidemment en début de matinée. Mais commençons peut-être par le commencement. Dans le contexte actuel, qui est, on n'est plus non plus le nez sur la crise, 2 ans après. Comment est-ce que vous voyez? Est-ce que c'est comme hier? Est-ce que c'est différemment la place demain des opérateurs de logement dans la ville? Alors Emmanuel, je commence par vous, Emmanuel Desmézières. Alors Rémi, il y a beaucoup de questions, mais en tout cas sur la place du promoteur demain, ça va peut-être vous paraître un peu paradoxal, mais on a la conviction chez Bouygues Immobilier que le promoteur il aura une place centrale demain dans la transformation de la ville et on est très confiant par rapport à ça. Alors certes, l'échéance qui est la nôtre actuellement nous met dans des difficultés qui sont réelles, qui sont profondes, mais quand on regarde les besoins en France, aussi bien en résidentiel qu'en tertiaire d'ailleurs, ces besoins sont là et il va falloir les adresser. Et pour les adresser, on aura demain une complexité de projets, à la fois sur les enjeux du dérèglement climatique qu'il va falloir également adresser, et puis sur ceux de la préservation des espaces naturels et donc de la transformation de la ville sur elle-même, de la reconstruction sur elle-même. Il y aura une technicité de projet demain, par les points durs fonciers, par la complexité technique des projets, qui va nécessiter d'avoir un métier à part entière qui prendra de plus en plus d'importance, qui sera celui de l'ensemblier urbain, qui interviendra à la fois à l'échelle du bâti comme à l'échelle du quartier, à la fois aux côtés des pouvoirs publics et très en amont dans la chaîne de valeur, et aussi en tant que chef d'orchestre finalement de toutes les parties prenantes, y compris celles qui portent les enjeux citoyens. Et donc oui, on est très confiant sur l'avenir de ce métier. On a un métier qui va se renforcer dans son utilité publique au fur et à mesure des besoins qui sont sur la table et qui sont pas assouvis, et au fur et à mesure des enjeux à la fois climatiques et de transformation de la ville qui sont devant nous. C'est un changement de métier un peu quand même que vous nous annoncez du coup. C'est une évolution. Parce qu'on connaissait une filière quand même très organisée autour de la production neuve. Hein. C'est pas vous qui me direz le contraire. C'est une évolution du métier qui va vers plus de technicité, vers des enjeux de complexité de projet beaucoup plus fortes, que ce soit dans le montage en amont ou dans l'acte de construire.
Et donc, cette technicité, elle va nécessiter de la formation, elle va nécessiter de l'expérience, et surtout, elle va avoir besoin de solidité pour pouvoir se projeter sur une échelle de temps qui n'est pas le court terme. Et donc, tous ces enjeux-là vont renforcer, et je pense qu'on sera d'accord avec mes amis autour de la table, elle va renforcer ce rôle du promoteur, ce rôle de l'ensemblier urbain qui va adresser ces grands enjeux de société. Alors avant de reparler du marché, peut-être votre avis, Loïc Vendôme, sur cette question. Est-ce que vous avez le sentiment aussi que vous êtes face à une interpellation, une obligation, peut-être une ardente obligation à changer de métier, à faire évoluer le métier? Effectivement, c'est sûr que je rejoins ce qu'Emmanuel a pu dire sur le constat. Notre métier, même si nous, à la base, on est plutôt constructeur, mais on est également rénovateur et promoteur, il va changer également parce qu'on doit apporter des réponses différentes, plus globales, et on doit être vraiment agile. Pour après revenir sur le côté un peu plus court terme, on va dire, de la dynamique, en opposition avec ce que tu pouvais dire sur la partie moyen-long terme, la dynamique, depuis ce début d'année, elle est un petit peu meilleure. On va dire, on a arrêté la chute parce qu'on parle quand même d'un marché très difficile. On a un retour de contact sur un point très bas et historiquement bas. On n'a jamais aussi peu construit malheureusement. Donc la dynamique, elle est là, la demande, elle est là. L'ordre de grandeur, vous avez divisé par 2, plus que 2. Alors on a divisé par 2 effectivement les ventes en 2 ans. Donc la bonne nouvelle, c'est que la chute semble s'être arrêté. Depuis quelques mois, on le constate. On commence à constater un léger frémissement sur les ventes. Après, je ne crie pas du tout victoire parce qu'on est sur un point historiquement bas et qui nous oblige à adapter nos structures. Mais là où c'est intéressant, pour rejoindre ce que vous disiez, c'est que ça nous oblige en fait à prendre du recul par rapport à tout ça et à repenser notre métier et nos métiers pour répondre aux besoins des Français et aux besoins des collectivités. Parce que la réponse, on en reparlera certainement après, elle est multiple et elle n'est pas que construction d'une maison ou d'un En ce qui vous concerne, vous étiez de façon dominante quand même constructeur de maisons. Vous avez vendu jusqu'à 8000 maisons par an, construites et vendues. Tout à fait. Effectivement, nous aujourd'hui, il y a 75% de notre chiffre d'affaires qui est sur la maison individuelle et 25% sur la rénovation et la promotion et l'aménagement foncier. Et vous visez à évoluer, faire évoluer ce ratio à un 50-50 en 2030. D'accord. Sharon Elbaz, votre point de vue sur cette Nexity Héritage dit un petit peu dans son nom et puis par la restructuration que la filiale a constituée au sein de Nexity, dit un petit peu une réponse positive à la question posée. Il y a un peu un appel vers un changement du métier, non? Oui, moi je ne vais pas paraphraser ou répéter ce qu'ont dit mes collègues et en particulier Emmanuel. Je crois que dans la fabrique de la ville, le promoteur a plus que jamais un rôle central en tant qu'ensemblier. Nous sommes des généralistes. Plus les projets deviennent complexes, Nexity Héritage, c'est quoi? C'est un pivot que le groupe fait pour cristalliser, incarner ce qui existait déjà, mais essayer de le généraliser à l'échelle du groupe. C'est la transformation de l'existant pour les raisons de décarbonation, mais aussi pour les raisons de transformation d'usage. C'est-à-dire qu'il y a une obsolescence des usages. La ville, elle continue à être vivante. On ne peut pas geler les villes. Donc la ville bouge et la régénération urbaine, c'est une des réponses pour à la fois accompagner ce mouvement de décarbonation de notre industrie et en même temps proposer des usages qui sont en phase avec les besoins de la ville. Donc plus les projets sont complexes, plus le promoteur a une place centrale en amont et en aval, comme tu l'as rappelé, Emmanuel. Donc par rapport à la crise, nous, on a acté qu'effectivement, on a été confronté à cette crise qui était multifactorielle, on pourra peut-être y revenir, mais on a acté qu'on n'était pas simplement dans une crise cyclique. On s'est dit que forcément, on est dans quelque chose de structurel. On avait ce problème d'offres et on a été confronté à une crise de la demande sans précédent qui nous a obligés à tirer un certain nombre de conséquences et nous dire que finalement, la promotion post-crise, on avait l'habitude des cycles, une mesure fiscale et puis ça repartait. Là, on a bien conscience que le métier de promoteur demain ne sera pas celui d'hier. Il faut acter ça dans un certain nombre de territoires. Donc c'est le basculement au niveau commercial, au niveau de la demande, peut-être moins de ventes en détail, plus d'investisseurs, plus de sorties dans la transfo. On ne sort pas que dans une vente au détail, on parle du bloc, les institutionnels, on a parlé de l'intermédiaire. On a acté que finalement la promotion d'hier était très matricée par le produit. Aujourd'hui, on est plutôt sur les usages. Donc chez nous, on est en train de se transformer. Le New Nexity demain, c'est quelque chose qui est organisé autour des usages et moins autour du résidentiel, du tertiaire. Oui. Parce qu'aujourd'hui, quand chez Héritage en particulier, on est face
à une réhabilitation d'un immeuble, on apporte de la mixité à l'échelle, ce qu'on savait faire à l'échelle du quartier, on l'apporte à l'échelle de l'immeuble. Et finalement, on est assez agnostique sur les usages, on est assez agnostique sur la sortie commerciale. Et donc, on ne sait pas au départ ce qui va rencontrer et le marché et les attentes des collectivités, etc. Donc, nouvelle façon de faire. Si on parle du moment où on se trouve, de la période que vous avez évoquée chez Nexity, vous êtes encore dans la gestion évidemment de l'urgence, du traitement du choc, mais vous avez déjà basculé vers la construction de autre chose. C'est ça que vous êtes en train de me dire? Je pense qu'il faut être tenir les deux en même temps en ce moment. Vous êtes en plein dedans. On réagit à la crise et en même temps on est en train de se structurer pour préparer l'avenir. Je pense qu'on est tous dans ce cas-là. Emmanuel pourra compléter. Emmanuel va compléter. C'est vrai que c'est des métiers de cycle. Hein. Pour concevoir un projet et puis le mettre en commercialisation, il se passe 2, 3, 4 ans souvent. Et donc on prépare dès maintenant une séquence de reprise qui va arriver, parce qu'encore une fois, les besoins sont là, et même le président de la République, dans son allocution, a indiqué que sur le logement des étudiants, en particulier des jeunes, en général, on n'avait pas adressé du tout les besoins. Et donc, il va falloir s'y mettre, et je pense qu'on a besoin aujourd'hui d'être aidé sur un produit qui est matraqué fiscalement. C'est-à-dire que le logement, c'est un besoin de première nécessité. Et on voit que quand on fait de la TVA 5.5, parce que dans des quartiers qui sont en zone en rue, quand on peut bénéficier d'un prêt à taux zéro, on retrouve une clientèle de primo-accédants, et c'est le frémissement de ce marché. C'est cette clientèle-là qui revient dans nos bureaux de vente et qui a besoin d'acheter et qui, dès qu'elle peut le faire, va le faire. Après, sur le logement locatif, les besoins sont énormes aussi. C'est-à-dire qu'on n'aura pas que de l'accession. Et les investisseurs institutionnels, très bien, c'est des clients qu'on est très heureux de rencontrer et de servir. Mais il faut bien reconnaître qu'un assureur ou une banque, aujourd'hui, ne s'y retrouve pas compte tenu des rendements qui sont servis par l'immobilier. Quand on peut investir dans de l'obligataire à 4% ou 5% même, on ne sait pas être compétitif avec l'immobilier. Parce que forcément, on a des coûts avec un prix de revient qui est quasi incompressible. Et ça, il faut vraiment l'indiquer. La correction du marché, elle ne se fait pas sur les prix. Les prix ont baissé à peu près de 10%, on va dire, en un an et demi. Mais aujourd'hui, on est au point bas. C'est-à-dire qu'après, c'est du salaire, c'est de la matière première et c'est des fonciers qui sont déjà très compliqués à rendre constructibles par la pollution, par la transformation, par les locataires qui sont dessus et la valeur vénale des produits qui sont sur ces fonciers-là. Et donc, la correction ne peut pas se faire sur le prix de revient. Et je ne parle pas de la marge du promoteur. Elles ont toutes été publiées en 2023 et vous verrez celle de 2024, ce ne sera pas fameux non plus. Et donc, on a besoin d'être aidé et on a un acteur qui est très peu coûteux dans la chaîne de valeur du logement en France, c'est l'investisseur particulier. Pourquoi ? Parce que le Français, il aime acheter un appartement, ça le sécurise dans son projet de vie, sur sa retraite, éventuellement dans une cession patrimoniale. Et donc cet acteur du logement, il est très peu coûteux en termes de gestion. Parfois, il gère lui-même son locataire. Et souvent, il va le confier à l'agence immobilière du quartier ou au syndic de propriété. Ça coûte 5-6% du loyer. Une foncière, organisée comme telle, je sais de quoi je parle, c'est beaucoup plus coûteux. C'est un siège à Paris, c'est du reporting, c'est des attentes du marché. Et donc, ces besoins d'exploitation et ces coûts de gestion, ils sont de l'ordre de 20 à 25%. Donc il y a 20% qui peuvent partir en fumée et qui ne se retrouvent pas dans l'industrie du logement. C'est pour ça que c'est très dommage de ne pas avoir fait un geste vis-à-vis de l'investisseur particulier, parce que c'est un acteur qui apporte beaucoup à la richesse de création du logement en France. Sous une forme ou sous une autre, en particulier, on le voit bien, quand on va à une TVA sur un produit de première nécessité, avoir une TVA à 10%, c'est pas choquant. Surtout quand, par ailleurs, on a de la taxe foncière, on a des droits de mutation et on a tout ce qui suit derrière en termes de fiscalité. Bon, alors vous savez que l'équation économique, elle va être compliquée quand même demain, quelle que soit la majorité qui se dégage ou qui ne se dégage pas politique, puisque le budget de la France va être sous tutelle de l'Europe. Donc ça va être un petit peu compliqué pour aller dans le sens que vous dites. Mais à la fois, vous évoquez l'enjeu de refinancer la demande, mais en même temps, vous travaillez activement à faire évoluer vos produits. Alors quand même, donc ça veut dire que la réponse, elle n'est pas uniquement dans la stabilisation de la demande, mais dans l'évolution de votre propre production, non ? Complètement. Nous, on a le besoin d'adresser en fait des usages. Je passerai juste la parole après. Et en particulier par rapport aux enjeux du ZAN. Alors avec Loïc, on aura sans doute un échange sur le sujet, mais nous, on a un enjeu
très fort en termes de produits, c'est de donner à nos logements collectifs en ville, au pied des transports en commun, des services, les attributs de la maison individuelle que sont l'espace extérieur, que sont une forme de personnalisation du logement, et les adresser dans un prix de revient qui soit compatible avec la solvabilité de nos clients. Donc oui, ce travail-là, il est sur la table. Alors voilà, je voudrais avoir votre réaction tous les deux sur cette évolution du marché que vous êtes en train de préparer. Non, mais c'est sûr qu'il faut solvabiliser la demande. Malheureusement, ça ne dépend pas de nous. Effectivement, les politiques ont de moins en moins de marge de manœuvre, mais qui sait, on verra. Donc je confirme ce que dit Emmanuel, un prêt à taux 0% aiderait forcément à solvabiliser nos primo-accédants. Aussi, il faut qu'on se réinvente, et cette période, je l'ai dit tout à l'heure, nous oblige à prendre du recul. Il faut qu'on se diversifie. Quand je vois effectivement des promoteurs historiques qui se mettent à faire de la réhabilitation, c'est un peu nouveau, donc la preuve que ça bouge déjà. Nous, constructeurs de maisons, on se met à faire de la rénovation. Donc en fait, on voit bien que tout ça change, parce qu'il faut qu'on apporte une réponse adaptée, on va dire, à des clients, à des investisseurs et surtout à des collectivités. Donc cette période, elle a ça de bénéfique, mais surtout, il faut qu'on arrête de faire des maisons comme on avait pu le faire dans un ancien temps, avec un usage unique. Aujourd'hui, le co-living, le logement multigénérationnel, les résidences étudiantes, voilà, ça devient quelque chose qui avant était peut-être un petit peu plus atypique, en tout cas pour Exahome, qui va l'être de moins en moins demain, parce que nous aussi, il faut qu'on fasse notre transformation, et on ne peut pas, et je pense qu'il ne faut pas attendre des pouvoirs publics une aide miraculeuse. Après, si elle vient, on la prendra. Mais en tout cas, chez Exahome, on a pris le parti de... Ce sera la cerise sur le gâteau. Mais en tout cas, aujourd'hui, on fait tout pour qu'on avance dans ce sens-là, mais on ne compte pas sur eux. D'accord. Sharon Elbaz, alors comment vous situez sur cette question? Des produits, des clients? En deux mots, on fait les deux. Je veux dire, il ne faut pas opposer les deux. On est en train de bouger, on l'a dit, du produit à l'usage. Donc, on n'est plus segmentant comme avant. Donc, mais comme le rappelait Emmanuel, on a des coûts de revient, en fait. Et je suis bien placé pour parler en termes de chez Héritage, on fait de la transformation. La transformation d'usage, elle a un coût. Et ce coût, il est souvent assez rédhibitoire, sauf s'il est aidé en région. On est bien content d'avoir des dispositifs comme le de Normandie dans l'ancien, qui nous permettent d'améliorer, d'absorber ce coût de la transformation d'usage, parce qu'on a un usage qui est obsolète. Il faut bien qu'on amène à un nouvel usage qui correspond aux besoins. Mais cette transformation, elle a un coût qui n'est pas celui du promoteur. Donc il ne faut pas opposer les deux. Il faut aider les investisseurs, notamment en particulier, comme tu l'as rappelé. Et donc on fait les deux. C'est-à-dire qu'on est agile, on répond à la ville de demain, et en même temps, on n'est pas à attendre que le gouvernement trouve la nouvelle martingale fiscale. Ce n'est pas du tout ça. Mais il y a un sujet en France de la fiscalité et du caractère dissuasif de l'investissement immobilier. Donc il faut simplement remettre un peu d'équité dans les différents produits qui sont proposés à un investisseur qui voudrait être dans l'immobilier. En tant que vous vous rapprochez des territoires, tout à l'heure Emmanuel disait, oui, on va être des acteurs de la transformation de la ville existante. Donc vous venez d'évoquer le de Normandie dans l'ancien. C'est un changement de pied important. Emmanuel a cité Lausanne vite rapidement, Sharon Elbaz. Vous allez plus vers les territoires. Est-ce que ça veut dire que vous organisez différemment également? Nous, Nexity, demain, on essaye de ramener une offre complètement multiproduit au plus près des territoires. Donc les présidents de région vont adresser l'ensemble des besoins sur un territoire et essayer de décloisonner. Vos directeurs territoriaux, vous voulez dire? Les directeurs régionaux, les directeurs de filiales, etc. Et les Nexity Héritage, c'est le fer de lance, ça cristallise, ça incarne notre pivot sur la transformation, la réhabilitation. Mais l'idée, c'est d'accompagner aussi toutes les filiales territoriales vers cette transformation. Donc demain, chez Nexity, vous avez une porte d'entrée qui est celle du territoire, qui pourra adresser l'ensemble des usages où il y a un besoin. C'est intéressant parce que ça veut dire qu'il y a plus d'opportunités dans cette démarche, c'est ça que vous me dites, parce qu'il y a plus d'acteurs variés. Vous voulez monter quoi, des partenariats locaux? Il y a un mot qu'on n'a pas dit, parce que c'est la réalité en fait de notre métier, c'est l'hybridation. C'est-à-dire qu'on décilote, il n'y a plus simplement la réhabilitation, le neuf d'un côté. Aujourd'hui, j'ai des projets où on peut manipuler du monument historique, plus faire du neuf, avoir de l'étudiant, avoir du logement familial, garder du tertiaire, reconstruire le socle commercial. C'est tout ce qu'on a, tout l'acquis, si j'ose dire, de la Fabrique de la Ville depuis 20 ans à l'échelle urbaine. On le retrouve en cœur de ville, on le retrouve à l'échelle de l'immeuble.
la mixité des usages, la ville. Voilà. Les entrées de ville, ça peut vous apporter quelque chose? Vous avez passé des accords aussi là avec Oui, grands les entrées de ville, on est sur des logiques de portefeuille. Le portefeuille Carrefour, c'est intéressant. Il y a 76 sites. C'est comment un industriel de la distribution réfléchit à l'avenir de son outil commercial avec le grand hyper et les grandes nappes de parking en entrée de ville. Ces entrées de ville ont été rattrapées par la ville. Les modes de consommation ont changé. Les gens ne font plus leur plein une fois par semaine, mais ces hyper deviennent parfois, parce que c'est assez dense autour, des supermarchés de proximité. On va 2-3 fois par jour. Donc nous, on s'est associés avec Carrefour pour réfléchir de manière individuelle, parce qu'on fait toujours promotion, architecture, c'est contextuel. Il y a 76 cas de figure, de contextes urbains différents, etc., sur lesquels on réfléchit pour à la fois réadresser la mixité de demain, c'est-à-dire on fait du logement, mais ce n'est pas simplement une entreprise de densification, on reprend tout. Ouais. C'est intéressant quand même, c'est une expérience que vous avez évidemment vous aussi Emmanuel, mais ça veut dire peut-être qu'il y a quand même des segments de marché, des voies de développement qui n'ont plus rien à voir avec ce qu'était la filière autrefois. Enfin là j'entends ces partenariats, là le foncier, vous parliez du ZAN, il y a un potentiel de développement sur des fonciers. Vous n'avez pas besoin de l'acheter là. Il a un coût pas dans le cas de l'accord avec Carrefour. Mais il y a de tout. Dans l'accord à Carrefour, il y a des hyper, il y a des Carrefour Market, il y a du cœur de ville, il y a de l'entrée de ville, il y a de tout. Pardon ? Vous n'achetez pas le foncier. C'est un autre modèle, puisqu'on rentre dans une foncière. On rentre quand même dans une foncière avec Carrefour pour pouvoir développer les 76 sites. Pardon, Emmanuel. En tout cas, c'est un foncier gratuit pour l'environnement, dans le sens où il est complètement artificialisé. Et non seulement on va contribuer à loger des gens et faire travailler d'entreprise, mais en plus, on va renaturer des zones qui étaient 100% imperméabilisées. Donc on a tous les curseurs qui seront dans le vert. Après, il y a quand même un coût de foncier. C'est pas forcément un coût de... Même s'il y a un coût, une valeur vénale, au-delà de ça, la transformation, c'est-à-dire quand on fait des opérations tiroirs en cours d'exploitation commerciale, avec la construction d'un parking silo, ça génère des coûts dans un bilan d'opération. Et donc ce prix de revient, il est justement sur la table. C'est un des enjeux de trouver la bonne fenêtre de tir. C'est comme pour la transformation des immeubles de bureaux obsolètes en logement. Il nous faut une constructibilité supplémentaire parce que c'est plus coûteux aujourd'hui de réhabiliter lourdement un immeuble en gardant la structure qu'en le démolissant et reconstruisant du neuf. Et donc ces enjeux-là, ils se mettent en échelle et en équation avec une constructibilité qui soit suffisante. Il faut économiser le territoire, il faut économiser la matière, et l'économie du territoire, elle passe par des PLU qui reçoivent des permis de construire à 100% de leur capacité. Je crois que c'est vraiment très important. Réaction, oui. Ouais, Loïc Vendôme. Nous aussi, sur la partie maison individuelle, notre modèle il change au niveau du foncier. Aujourd'hui, 60% des ventes d'Exaum en construction de maisons sont issues de terrains venant de DP, de déclaration préalable. Alors qu'on peut avoir l'image qu'aujourd'hui, les maisons UL, c'est que dans des lotissements. Alors, c'était vrai à l'époque. Aujourd'hui, c'est 40% des maisons construites chez Exaum dans des lotissements, déjà 60% issus de divisions. Donc, on voit bien que la consommation du foncier, on n'a pas attendu la ZAN, parce qu'il y a aussi des attentes des particuliers qui veulent être proches, vous l'avez dit, des réseaux des transports, qui veulent être proches des commerces, proches des écoles, et qui n'ont plus besoin, et plus la volonté, et plus les moyens d'avoir un terrain d'une grande taille. Donc, on est tous à chercher la solution sur le foncier, parce que le foncier, aujourd'hui, il coûte très cher. Et on l'a dit tout à l'heure, vous l'avez dit, les coûts de construction ont explosé, avec effectivement aussi des logements plus sains, plus sobres. Mais à un moment, la variable d'ajustement va être sur le foncier. Et donc à nous de trouver des solutions, vous en avez et on en a aussi, parce que c'est comme ça qu'on réussira à solvabiliser un peu plus notre clientèle sur ce sujet. Alors, la contrepartie de cette orientation au plus proche du terrain, et Exaum, là, dont Loïc Vendôme qui vient de parler, c'est 450 agences sur le terrain. Ça, vous êtes très régionaux en fait. Exactement, on a 450 agences, tous métiers confondus sur le territoire. Donc il y a cette espèce de retour au territoire intéressant. Il est aussi intéressant peut-être politiquement, dans la mesure où il y a peut-être un pôle de stabilité provisoire, parce que les élections municipales sont dans 2 ans. J'entends déjà vos réflexes, mais c'est déjà peut-être quand même aussi un pôle de stabilité dans un contexte national où on ne sait pas quoi attendre demain. Pour nous, l'élu le plus important, c'est le maire. C'est celui à la fois qui a un projet de développement urbain pour ses concitoyens et puis qui tient le permis de construire. Donc c'est vraiment notre interlocuteur privilégié. Et effectivement, il y a une forme de stabilité,
même si les dernières élections municipales de 2020 ont été très difficiles avec une campagne préalable très longue et du coup un gel de nombreux projets, on a réussi à mettre en place avec toutes ces équipes municipales des projets de transformation ou de développement urbain pour accompagner les développements d'équipements publics. Donc cette stabilité politique en France, elle est présente à ce niveau-là du tissu électoral. Après, on a besoin aussi d'avoir un climat de confiance pour les ménages, nos clients, et puis une stabilité monétaire. Donc c'est un enjeu aussi pour demain. Oui, bien sûr. Votre avis Moi, là-dessus, c'est un peu difficile. Je ne vais pas dire que Nexity revient sur les territoires. Nexity, c'est le premier promoteur français parce qu'il y a un maillage territorial qui est exceptionnel. On a construit... Il y a de Georges V aussi, oui. Du logement abordable absolument partout. Et donc, ce que je voulais dire dans la territorialisation de notre offre, le désilotage, et donc la région devient beaucoup plus multiproduit, intégrée, etc. Donc ça, c'était autre chose. Mais on a toujours été sur les territoires, on y sera d'autant plus. Après, par rapport au contexte politique, le maire, comme tu le disais, évidemment, et on travaille avec les collectivités locales au sens large du terme, au plus près des territoires, puisqu'on adresse des usages dont la clé est au plus près des territoires. Mais en revanche, on reste une activité économique. Nos clients, pour acheter, il faut quand même avoir du pouvoir d'achat immobilier. Donc, c'est toutes les problématiques qui vont amenuiser ou pas le pouvoir d'achat. Et puis, c'est, comme tu l'as rappelé, la confiance. Et là, selon les formules, le climat économique, évidemment, a un impact sur le contexte global, sur nos investisseurs, sur le coût de l'argent et sur nos clients finaux. Alors, Loïc Vendôme, le local a un pôle de stabilité au moins provisoire jusqu'en 2026 ? Alors pour nous, le territoire, effectivement, ça a toujours été notre ADN. Mais ce qui est nouveau chez nous, c'est qu'avant, on adressait dans les territoires qu'un monologement, la maison individuelle. Et justement, on a compris depuis 2015 et on a engagé cette stratégie de répondre différemment suivant les territoires avec une offre rénovation, promotion intermédiaire ou maison individuelle ou programme de maison horizontale. Donc en fait, le territoire, en fait, suivant les territoires, les réponses elles sont différentes. Il y a des problématiques qui sont liées à l'industrie, à l'emploi, d'autres à la réhabilitation. Donc à chaque fois, on va développer notre offre et mettre plus l'accent sur tel métier en fonction des besoins du territoire parce qu'on les capte au quotidien, on connaît le maire, nous on est souvent dans les petites communes et on connaît le maire, on connaît ses besoins et surtout les clients ils sont là, ils poussent la porte de notre agence et aujourd'hui dans l'ère du digital on est vraiment on est dans le digital, 50% de nos ventes sont issues de contacts digitaux mais le fait de pousser la porte, de rencontrer physiquement quelqu'un qui va vous monter votre projet, vous accompagner dans votre projet, je pense que c'est très important et c'est même de plus en plus important parce que nos clients ont besoin de donner un sens et de donner une image et d'avoir un lien humain avec leur interlocuteur parce que c'est comme le projet de leur vie. Alors à côté de cet ancrage territorial, ce sera ma dernière question, je vous demandais de conclure là-dessus, on va enchaîner ensuite. À côté de cette espèce d'ancrage territorial dont vous parlez, tous les trois, quels sont les risques, selon vous, de l'échéance électorale qui se présente ? Comment est-ce que vous la vivez ? Comment est-ce que vous vous y projetez ? Dans l'incertitude, certainement, mais quels sont les risques pour vous ? Commencez, Loïc. Alors les risques, alors je vais peut-être choquer, mais c'est pas comme si aujourd'hui ça allait bien dans le monde de l'immobilier. Donc en fait, malheureusement, on est sur un point bas que nous, on n'a jamais connu. Donc en fait, on n'a plus rien à perdre. J'ai envie de dire, jusqu'à 2027, les cartes étaient... On les connaissait déjà et elles n'étaient pas favorables à nos métiers et surtout aux Français sur la partie de l'immobilier. Donc j'ai envie de dire qu'au moins cette dissolution a le mérite de remettre le logement un petit peu plus au centre du débat politique et ça c'est très important. Effectivement, si ce sont les extrêmes qui passent, c'est très dangereux, mais pas que pour le logement, l'immobilier, pour toute l'économie au sens large. Mais nous, de toute façon, il y a quand même beaucoup d'acteurs de l'immobilier qui ont un genou à terre, donc c'est déjà très difficile. Donc en fait, je pense que ce serait une opportunité et ça peut que être mieux, mais ça ne pourra pas être pire pour nous dans le scénario effectivement d'une majorité relative, ce qui semble être le cas aujourd'hui. Effectivement, si on passait sur les extrêmes, ce serait différent. D'accord, merci. Sharon Elbaz. Ouais, vous passez votre tour. Hein. Non, pas du tout. De toute façon, nous, on disait que notre interlocuteur naturel au quotidien, c'est le maire, c'est la collectivité locale, etc. Donc, les cycles d'élections municipales, donc là on est à la veille des élections municipales, indépendamment de la dissolution, on était déjà entré dans un dialogue
avec les collectivités, notamment pour les grands projets de transformation urbaine, les grands projets urbains, etc., qui sont très liés à l'acceptabilité de ces projets. Et effectivement, quand on parle de coproduction, de partenariat avec les territoires, bon, ça s'incarne. Et donc les élections qui approchent au niveau des élections municipales, les élections locales, ça a forcément un impact dans notre dialogue avec les collectivités. Donc on était déjà entré, si j'ose dire, on n'avait pas besoin de la dissolution. On est déjà entré dans un cycle électoral. Et en France, bon, assez traditionnellement, on a un cycle qui est lié aux élections locales, qui a un impact plus ou moins important sur la production de logements. Après, au niveau national, je redirai ce que j'ai dit tout à l'heure, la confiance est un élément fondamental. C'est la lecture de ce qui va sortir. Les Français ne sont pas encore exprimés. Donc après leur expression, ce qui sortira se traduira en confiance de la part des acteurs économiques et ça aura forcément un impact selon la lecture qu'on fait de ces résultats sur notre activité. Merci Emmanuel Desmézières. Votre dernier mot? Moi, je voudrais revenir sur l'expression du besoin. La FPI comme le SH ont commandité plusieurs études auprès de démographes qui montrent que les besoins en France sont entre 450 000 et 500 000 logements. Depuis 10 ans, on produit 375 000 logements, y compris 100 000 maisons dans le diffus. Et donc, ce manque, qui est aujourd'hui estimé entre 1 million et 1,5 million de logements, il pèse sur la société. C'est-à-dire que je ne crois pas qu'on puisse construire un projet de société collectif vertueux si les Français ne sont pas bien logés, quels qu'ils soient, et quelle que soit leur catégorie sociale ou leur âge. Et donc, il va falloir adresser ces sujets-là. Il faut les adresser dans les grands enjeux de la transition écologique. Et donc, on a des territoires qui peuvent se développer. Et il faut que la puissance publique puisse s'en saisir aux côtés du monde de la transformation des villes qui est portée par les promoteurs. Et donc, tout l'enjeu, c'est d'arriver à travailler ensemble et de le faire rapidement parce que cette pression, elle est de plus en plus forte. Et ce mal-être, il va se traduire par une grande difficulté dans la cohésion sociale de notre société. Très bien, je vous remercie messieurs. On peut vous applaudir.